Raula Libre, le média indépendant do país Nissar. Un café des Igloos. Je dirais, c'est peut-être que tu vas récupérer ce soir ou ce soir. Par contre, que je vais faire, moi, je peux l'ôter. Ça, c'est joli. Bonsoir David. Ça va bien? Bonjour David. Et revenant, et ancien. Regardez les chars peut-être. Ok. Pour les photos, ça sera. David, il fait moins froid ici qu'à Bordeaux quand même. Hein. Il fait plus froid qu'à Paris quand même. Ah. En ce moment, ça bouge bien. Ça fait du bien de voir le ciel bleu. Quoi qu'il a jamais comme le ciel bleu à Paris. Donne-moi la prise, j'ai là. Ah oui, d'accord. Le carton, c'est bon. Bah, écoutez, donc bonne année et bonne santé à tous, bien sûr. On est très très heureux de recevoir David aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir parce que vous avez fait vibrer, vous avez donné beaucoup de plaisir lors de votre passage à l'OGC Nice. Vous êtes un amoureux du beau jeu. Oui, ça, oui. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment une classe, ça fait plaisir. Je suis venu exprès, j'ai fait l'aller-retour, j'ai amené mon petit, ce qui m'a pas trop connu sur les terrains. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marlo. Ça va Marlo? Ça s'est bien passé l'avion? Oui, c'est toujours des bons souvenirs parce que c'est vraiment les clubs aussi après peut-être qui ressemblent certainement à mon enfance, assez familial, populaire. Donc je suis toujours content de revenir ici. Oui. Alors on va retracer le début de votre carrière. Alors vous êtes né le 27 novembre 1982 à Sèvres, donc c'est dans la région parisienne. Et puis petit, vous êtes arrivé à Cannes et vous avez commencé à jouer à Cannes le 9 janvier 1991. Vous voyez, je suis bien renseigné. Hein. Vous prenez votre première licence, vous avez 8 ans et demi, et en une demi-saison, vous marquez 70 buts. Donc racontez-nous un peu ce début de carrière, enfin on va dire tout petit à Cannes. Ouais, c'est ça, j'ai tanné ma mère pour avoir une licence à Cannes, parce que je me rappelle, c'était 350 francs à l'époque, et on avait un survêt, c'était génial, et ma mère m'a inscrit en milieu d'année, et donc j'ai commencé dans l'équipe 8, et j'ai mis 6 buts, et après on m'a mis direct dans l'équipe 2, j'ai mis 8 buts. Je crois que c'était contre Pégoma, il y avait Péménade, Mougin à cette époque. Et après on m'a mis dans l'équipe 1 et oui c'est vrai que ça continue je me plaisais à jouer au foot. Puis moi je regardais toujours la cassette en boucle du Roi Pelé et de Cruyff. C'était mes deux héros. Et donc j'ai essayé de refaire les mêmes dribbles, etc. des petits. J'ai eu une enfance un peu particulière. Parce qu'en général, à cette époque, tout le monde avait les maillots de Waddle ou de Papin, les petits, et mon beau-père qui m'a élevé venait de Moselle, et lui il aimait le foot allemand et le foot un peu de l'Est, et donc il me donnait les maillots de Blokin, j'avais les maillots de Félix Magath, de Karl-Heinz Rummenigge, donc ça ne collait pas du tout avec mon époque, mais j'avais des maillots très particuliers. Je mettais des maillots des années d'avant, quoi. Donc, ouais. Alors vous disiez que dans les équipes de jeu, donc vous avez évolué à Cannes, donc il y avait notamment Morgane Amalfitano, Julien Faubert, Gaël Clichy. Et puis en fait à 19 ans, donc vous faites toute votre formation en fait à Cannes, et à 19 ans vous avez plusieurs propositions en fait de clubs français, et en fait vous choisissez, et c'était certainement une très bonne idée d'ailleurs, vous choisissez de jouer à Sunderland en Angleterre. Et vous d'ailleurs vous marquez un but, on a revu la vidéo là, j'ai regardé récemment, vous faites le supérieur, etc. Après ce premier but. C'est la seule fois où j'ai été expressif sur un but. Ouais. Alors comment ça s'est passé cette arrivée en Angleterre? Très très succinctement, parce qu'on va bien sûr parler de l'OGC Nice rapidement. Très rapidement, oui, j'étais à Cannes. La dernière saison, j'étais en réserve des pros à Cannes qui étaient en D2, qui descendaient. Mon entraîneur, c'était Michel Dussuyer, mon entraîneur. Et oui, ancien gardien de but. C'est ça. Et les 6 derniers mois, Nice aussi, bien sûr. Il a joué à Nice aussi. Ouais. Les 6 derniers mois, j'ai commencé j'ai tout enchaîné à Cannes. Puis il y a des agents qui sont venus, dont un qui est resté mon agent, mon ami, comme un père pour moi, José Bray, qui est là, il va arriver il est sur le parking, je pense. Et je suis allé à Nantes, il venait d'être champion de France, je lui ai dit je vais aller à Nantes, ce qu'il me voulait. Et au dernier moment, il dit attends, va voir le stade de Sunderland, prends l'avion et va voir. On y allait, et je suis tombé amoureux du stade.
Et je suis revenu et dans la semaine, j'étais avec un de mes meilleurs amis qui va venir aussi sur la plage. Et je lui ai dit, tu sais quoi, viens, je vais à Sunderland. Vraiment un coup d'instinct. Et je suis parti. Comme ça. Les filles qui se coulent. Ouais, très instinctif. Et alors en 2003, alors là, ça devait être quasiment un rêve pour vous. En 2003, donc vous êtes repéré par Sir Alex Ferguson en personne, donc de Manchester United, et qui dit de vous, c'est un jeune qui a un immense potentiel et qui fera partie de l'avenir du club. Donc vous arrivez, il vous fait venir donc, à Manchester. Vous avez dû être impressionné d'arriver quasiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin financièrement aussi et au niveau du palmarès, quasiment un des trois plus grands clubs du monde. Alors quand je dis j'étais pas impressionné, je suis pas quelqu'un de blasé, mais quand j'étais petit, je n'ai jamais été ambitieux, mais j'étais très obsessionnel. Et j'avais une obsession, c'était de jouer avec Ryan Giggs. Donc quand j'étais petit à Cannes dans mon appart, je regardais ça en pyjama le soir, je le voyais, je me dis je jouerais avec lui. Et moi, le ballon, c'était ma femme quand j'étais petit. Le ballon, c'était tout pour moi. Et j'y suis allé, mais j'étais pas surpris d'arriver là très jeune parce que j'avais beaucoup de clubs derrière qui me voulaient et que cette obsession m'a amené là-bas. C'était pas l'ambition de gagner de l'argent ou quoi. Je voulais jouer avec Ryan Giggs. Et j'étais à côté de lui dans les vestiaires, il m'a pris sous son aile. Pour moi, c'était déjà un accomplissement de gamin. C'est des rêves de gamin en fait. C'est pas l'ambition. Mais c'est vrai que le coach comptait beaucoup sur moi, qui m'a flatté. Mais bon, il y avait tellement d'internationaux que c'était très dur d'enchaîner les matchs, quoi. Et vous arrivez en même temps qu'un certain le Cristiano Ronaldo, la même saison que lui. D'ailleurs, vous sympathisez beaucoup avec lui. Et vous me disiez que c'était assez marrant, notamment c'était un des rares qui avait installé un petit miroir dans la porte de son vestiaire pour se regarder, se recoiffer après les matchs. C'est ça, mais enfin, après les entraînements surtout. Il était très moqueur et moi aussi. Genre on faisait un peu les fous dans les vestiaires, mais c'était une ambiance. Il faut comprendre que plus les joueurs sont grands, plus ils sont humbles, plus ça rigole. Il n'y a pas de jalousie à ce niveau-là, tellement les joueurs sont simples. Et puis c'est quand même Cristiano, je pense que de cœur, c'est peut-être une des meilleures personnes avec qui j'ai joué, même s'il montre un peu le contraire dans sa vie, certainement. Parce je pense que cette arrogance l'a servi pour aller où il en est, et après les gens font ce qu'ils veulent. Mais il a bon cœur, c'est pas quelqu'un qui se met en avant quand il aide des gens pour dire regardez ce que j'ai fait. Il le fait pas, et ça je respecte cette mentalité. Alors après l'Angleterre, donc vous restez de 2003 à 2006, on va arriver à Nice bien sûr. Juste en fait, par contre, vous avez eu un petit souci avec la fracture de la jambe, je crois. C'est ça qui vous a un petit peu perturbé dans votre progression, je dirais. C'est ça, oui. C'est-à-dire que la troisième année à Manchester, je sais qu'à la fin de la deuxième, j'allais me faire prêter. On en avait parlé avec Alex Ferguson. Et donc, c'était acté, donc c'était bien, quoi, parce que je jouais pas assez à Manchester. Et au moment, j'ai demandé à jouer le dernier match de réserve avec Manchester avant les vacances. Et le jeudi 12 mai, je me prends un tac par derrière à l'anglaise, un vrai tac de cliché. Carton jaune pour l'autre. Et moi, arrachement des ligaments, fracture péronée. Et donc, je commence la saison à West Ham, parce que West Ham me voulait quand même blessé. C'était Alan Pardew, l'entraîneur. Et le temps d'arriver, l'équipe jouait tellement bien qu'en décembre, j'ai appelé José, je lui ai dit écoute, je veux rentrer en France, parce qu'entre-temps, il faut savoir que j'ai perdu mon beau-père, le même beau-père, le premier jour d'entraînement de ma carrière pro à Sunderland. J'avais envie de rentrer, voir mes potes, ma mère, près de Cannes, et il se trouve que Nice m'avait contacté quand j'étais blessé, par Roger Ricord à l'époque. Et on a repris contact en décembre, et avec Antonetti qui ne me connaissait pas vraiment. Et ça s'est fait. En 2 jours, ça s'est fait. Je suis parti. Vous arrivez en janvier 2006. Hein, c'est ça, janvier 2006. On va rappeler un petit peu l'équipe de l'époque. Hein. Sami Traoré, Florent Balmont, Baki Koné, Marama Bayrua, Cyril Roll, Ederson, Olivier Chouafny, Pancho Abardonado, Rod Fanny, Cédric Darro, Mamadou Bagayoko, Damien Gregorini et Hugo Lloris, qui était à l'époque remplaçant. Donc, et Frédéric Antonetti qui était entraîneur. Et une belle saison en fait, puisque vous jouez 15 matchs, 5 buts, 4 passes décisives, et le club se classe 8e. Donc, parlez-nous un petit peu de cette saison, comment ça s'est passé. Une bonne équipe de copains, je crois. Sportivement, déjà, c'était la meilleure période que j'ai joué à Nice, parce qu'on avait une équipe d'hommes. On était imprenable au Stade du Ré. Vraiment une équipe, on faisait un peu flipper tout le monde dans le couloir avant qu'ils arrivent. Et avec la chanson Nissar, qui est extraordinaire quand on arrive sur le terrain.
Et c'est vrai qu'on a eu une très belle saison. On a malheureusement perdu la finale contre Nancy. C'est la Coupe de la Ligue, oui, parce qu'on gagne contre Monaco. Monaco, et justement, Monaco, pour moi, c'est le match, le plus beau match que j'ai joué à Nice quand on se qualifie avec un Sami Traoré incroyable, un leader naturel dans les vestiaires. Voilà. Je pense que quand ça rigole, qu'il y a une bonne ambiance, déjà on peut aller un peu plus loin dans le foot. Et c'était franchement une des meilleures équipes avec qui j'ai joué, où je me suis fait plaisir sur le terrain. Toute équipe confondue, ça a été 6 mois extraordinaires. C'est vrai. Et après, bon. Et vous signez un contrat de 4 ans avec c'est ça. Donc c'était une démonstration de respect, de confiance, quoi, quand ils ont racheté mon contrat de Manchester. J'ai vraiment trouvé que c'était une marque de confiance. Pour moi, ça m'installait aussi où je connaissais la région, bien sûr. Et c'est vrai qu'on allait bien commencer l'année, mais c'est vrai que l'année d'après a été très très difficile sportivement. Alors on va y arriver à l'année suivante, donc 2006-2007. Donc il arrive entre autres Matt Moussilou et Cédric Canté. On a le départ de Sami Traoré au PSG. C'est ça. C'est ça qui a peut-être fait un petit peu de mal aussi au niveau du club. Bref. Puis vous me disiez qu'effectivement, à l'époque, sur cette année, il y avait, grosso modo, le club avait pas mal recruté aussi. Enfin, il y avait 3 titulaires pour 2 postes. Donc ce qui fait qu'au lieu de créer une émulation, ça crée un peu un flou. Ouais, il y avait une crispation plutôt, mais l'ambiance était toujours très bien. Il y a une crispation, et puis je pense qu'on a une équipe tellement taillée pour être dans les 10 premiers. Mais des fois ça prend pas sur le terrain. Je sais que le premier match on joue au Mans, on perd 1-0 je crois, il me semble. Et puis après derrière on n'enchaîne pas. Puis après quand t'es dans le trou derrière, là en plus vous savez je suis au Red Star en tant que direct dans le staff. C'est un peu pareil, on n'a pas une mauvaise équipe mais des fois ça prend pas. Et là ça prenait pas avec une équipe, belle équipe, très très belle équipe. Et Hugo c'était sa première année justement, on était très solide. Mais ça n'a pas pris et on s'est sauvé à la fin. D'ailleurs, à la trêve, on s'en souvient tous, Lilian Lasland et Lionel Letizzi rejoignent le club pour redonner un coup de main et que Lilian aussi apporte aussi un petit peu son hors du terrain et sur le terrain. Ça a été, je pense qu'on lui doit une fière chandelle par rapport au sauvetage de cette saison. On est resté en Ligue 1 et oui, puis ça a été. Ça fait du bien, quoi. Pourtant, on avait des leaders naturels, mais il fallait une autre impulsion et on s'est sauvé, ça arrive. On ne peut pas toujours être au top et c'était une année très forte parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont quand même partis. Donc ça prouve qu'il y avait de la qualité. Parce qu'il y a, après, c'est la vie, mais Flo Ballon était parti à Lille, Rod à Rennes, Marama à Lorient. Moi, je suis parti à Bordeaux. C'est pour plein d'autres raisons, mais il y avait quand même des joueurs de qualité qui partent dans des autres équipes, donc c'était quand même une année assez particulière. On va passer à la première question de supporter. Donc qui veut la poser? Question. C'est pas moi. Alors, une petite question, dans les buts que tu as marqués à Nice, pour toi, c'est lequel le plus beau? Je pense, par une question de finesse, et j'ai toujours aimé plus la finesse, c'est qu'un jour, contre Saint-Etienne, Flo Ballon me fait une sorte de centre fort comme ça, un peu à l'aveugle, et puis j'anticipe. Et c'était le gardien de Saint-Etienne qui s'habille en Spider-Man. Ouais, c'est ça. Et en fait, Jérémy Janot. Et donc je la prends en extension et je la prends en lobe, vraiment, mais juste en bas comme ça sur le filet. Et je trouvais que ça a été un coup d'instinct et j'aime bien ça. J'ai trouvé ce but, tout est allé tellement vite et on a gagné 2-0, j'avais mis les 2 buts, j'étais très content, mais je trouvais que le but avait une certaine finesse qui ressemble à ce que j'aime dans le football, quoi. Ouais. Et après, une autre question, avec quel joueur tu t'entendais le mieux dans le vestiaire? Hors du terrain ou sur le terrain? À Nice ou dehors, hors du terrain, mon pote c'était Antariaya, s'entendait très bien, et ma femme s'entendait bien aussi avec sa femme. Et puis, oui, Antar, mais moi j'ai pas. Bien sûr, on a des affinités, mais je m'entendais bien avec tout le monde. Lilian, parce qu'on avait peut-être aussi la même philosophie du football, je pense. Et je m'entendais bien avec José Cobos, qui n'est pas joueur, je m'entendais très très bien avec lui. Et il avait une activité à Cannes, moi je vivais à Cannes à l'époque, donc on se voyait souvent. Donc, et Rod Fanny, et je m'entendais très très bien avec Rod aussi. Tu es entraîneur adjoint? Entraîneur adjoint, ouais. Et avec quel joueur, hormis Cristiano Ronaldo, le plus technique avec qui tu jouais, quoi?
Dans ma carrière, Vérone. c'est Vérone. Pour moi, à Manchester, il y avait Ryan Giggs, je ne suis pas objectif. C'est un héros d'enfance, donc pour moi, il restera toujours dans mon cœur. Mais Vérone, c'est. Juan Sebastián Vérone. Sébastien Alors lui, Vérone. c'était Ronaldinho. Hein. Tout ce que j'aimais dans le foot, déjà très élégant, Grande qualité juste foot naturel, quoi. Il a rien appris, c'était extraordinaire. Il jouait pas pourtant, parce que Manchester c'était compliqué, il y avait Roy Keane au milieu, par rapport à son style de jeu, c'était un peu compliqué, mais. Il avait beaucoup de facilité avec le ballon en fait. Moi, J'ai vu voir un but. Je venais d'arriver à Manchester, on part en tournée aux États-Unis et on joue dans le quartier général de Nike, à Portland, et on fait des pré-saisons, quoi. Donc les supporters, il y avait des milliers de supporters qui venaient à l'entraînement. Il y a Quinton Fortune, qui était un international sud-africain, qui fait un centre tendu en dehors de la surface, sur le côté gauche, mais tendu, il a fait poitrine. Chute gomme dans la bouche, tout est très simple là, pour lui. Poitrine, ballon il est sorti là. Il a juste regardé le gardien rapidement, il a fait coup du foulard, demi-reprise de volée dans la lucarne opposée. J'ai jamais vu un but comme ça. Et donc tout le monde a applaudi, c'est juste le talent naturel, quoi. Extraordinaire. Voilà pour la réponse. C'est vrai que je me souviens de ce joueur et je comprends pas il a fait une super carrière, mais bon, je pense qu'il est parti à Chelsea après. C'était le premier transfert de l'époque à Abramovich. C'est vrai que c'était un très très bon joueur. Alors, vous quittez donc. Alors, une anecdote un peu triste, c'est que vous vous recassez la jambe une deuxième fois. Ah, ça, c'était l'année où on a galéré pour s'en sortir, l'année juste avant. Le 23 décembre, contre Lens, juste avant la trêve 2006. Kovacevic, il y a un centre, il ne fait pas exprès, mais Kovacevic de Lens met en opposition son pied. Moi, j'avais une plaque avec 8 vis dans la vis, une plaque et 8 vis dans la cheville. Et ça, je sais pas, ça avait une sorte de résonance, ça a créé une micro-fracture, j'en ai eu, je suis revenu en avril, je crois, à l'époque avec le coach Antonetti, pour jouer contre Lorient, j'ai galéré. Ça a été plus difficile une micro-fracture qu'une grosse fracture nette, et j'ai loupé 4 mois encore avec Nice, avant de partir. Alors on va faire très rapide sur Bordeaux, parce qu'on est un peu pris par le temps, donc on va faire 20 secondes, donc vous partez à Bordeaux à l'été 2007. C'est ça. Bon, par contre, vous êtes resté la moitié de ma carrière. La moitié de votre carrière, et vous gagnez. On va tout gagner. Tout gagner. Tout ce qui existe en France, championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions. C'est ça. Voilà. On a terminé sur Bordeaux, on va revenir à Nice. Et donc à Nice, vous revenez début 2011. Fin décembre 2010, vous mariez, je crois, c'est ça? 29 décembre 2010. 29 décembre 2010, et vous arrivez directement derrière. C'est Eric Roy qui vous fait venir, je crois. C'est ça. Et vous, alors racontez-nous un peu cette deuxième partie, ce deuxième retour ce retour à Nice, qui ne s'est pas très bien passé pour des raisons aussi vous étiez un peu blessé, je crois aussi, non? J'ai eu une blessure assez particulière à Nice, mais c'est juste que je suis arrivé hors forme. Mon poids était bien, mais je ne jouais pas avec Tigana, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Laurent Blanc, Tigana a remplacé Laurent Blanc à l'époque à Bordeaux, je crois, c'est ça. Donc c'est un peu, pas privé, mais ça m'intéresse pas trop de parler de ça. Donc je suis arrivé pas forcément prêt, mais Eric Roy a mis du temps, mais il a pris son temps pour me mettre. Ça n'a pas pris, tout simplement. Et j'ai eu un gros problème contre le PSG, parce que j'ai eu un désordre autolytique, j'ai pris un choc à la tête. Mamadou Sakho, je crois. Contre Mamadou Sakho, mais il n'a pas fait exprès non plus, et j'ai eu ce qu'on appelle, j'ai perdu des cristaux dans l'oreille interne. Donc j'avais pas mal de visions, de malaise, et j'ai galéré pendant 2 mois. Et donc c'est un de mes plus gros regrets de ma carrière, parce que l'entraîneur, je l'aimais beaucoup. Nice, j'aime énormément ce club. Je suis revenu là-bas, alors que j'aurais pu rester à Bordeaux malgré tout. Et j'étais très triste de ne pas avoir pu amener ce que j'avais pu amener la première fois, sincèrement. Alors après, on va parler de la suite de votre carrière. Hein. Vous allez jouer au Red Star. C'est ça. Et puis aujourd'hui, vous êtes directeur créatif au Red Star. Donc on a vu une petite vidéo, là, je pense que certains l'ont peut-être vu sur le site officiel, puisqu'elle a été remise. Donc on vous voit, en fait, c'est quand même assez rare, enfin assez original, ce poste. Ça n'existe pas beaucoup dans le football. Parlez-nous un petit peu de votre quotidien, en fait, avec ce poste au Red Star. Ça n'existe pas du tout, en fait. Oui. Le président du club est quelqu'un qui est un maître de l'image. Il a une boîte de prod où il a fait des films pour des grandes marques de luxe, pour beaucoup de pubs iconiques des années 80, 90, même 2000, que tout le monde a vu là, sur la télé, et il a été là, donc c'est un maître de l'image. Moi, j'ai toujours aimé la culture, la création, etc. Donc on a fait ça pour, à un moment donné, essayer de ramener quelque chose de plus juste, je pense, au foot. C'est-à-dire qu'on
on reste toujours dans le côté très performance quand on communique, etc. dans le sport, alors que c'est quand même un véhicule extraordinaire, le football, pour amener les supporters, les jeunes du club et les pros à quelque chose, c'est-à-dire juste la musique dans le stade. On a amené un DJ, Red Star. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur le fond, c'est que tous les licenciés du Red Star ont le droit à faire des ateliers créatifs pendant les périodes scolaires, où en fait, avec plein d'amis qu'on a dans la mode, dans le design, dans la musique, dans la gastronomie, ils apprennent un métier, ou juste 2 semaines, comment faire ton maillot. Un jour, c'est comment être commentateur ou journaliste, donc ils sont allés dans les bureaux de Canal. Un jour, ils sont allés dans une des plus belles boutiques pour voir comment le maillot de foot, quand il est fabriqué, après où il va dans les maillots, il va dans les magasins. Là, bientôt, ils vont aller voir les boutiques Adidas pour voir comment ça, parce que c'est notre sponsor, excusez-moi, c'est notre sponsor. Et on essaye, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'il y en a, pas tout le monde va réussir à cette époque. Et souvent, quand on a 14, 12 jusqu'à 16 ans, si on est focus sur le football, on se dit qu'on ne pourra pas faire autre chose. On ne va pas aller au musée, on ne va pas peut-être apprendre à cuisiner, etc. Donc, on les guide là-dessus. Et puis, s'il se trouve qu'il y en a un qui est devenu street artiste, il y en a un qui a aimé la photo, qui a commencé à faire de la photo il y a longtemps, et voilà, on a gagné la Fédération Française, on a gagné le projet, c'est pas haut la main, mais c'est comme on est peut-être les seuls à faire ça. Oui, non, mais c'est clair, forcément que... C'est clair que c'est une super initiative, quoi. C'est à moi. Mais ça va être quelque chose de passionnant aussi. C'est passionnant, parce que t'es jeune, quand t'es jeune, t'as pas beaucoup de ronds, surtout que nous on est dans le 93, c'est des jeunes à peu près de banlieue, ils n'ont pas les ronds pour aller une fois au musée, ça coûte cher d'aller au musée, prendre au ciné, tout le temps, donc on essaye, dès qu'il y a un peu de temps, on les avait. Et entre autres, après on fait des collaborations de mode, on recycle les maillots avec une marque de mode qui fait de l'upcycling, tout ce qui touche, transformer l'image du foot, comme dans le skateboard, en amener une culture, comme dans le basketball, en amener une culture, pour que les gens passent un bon moment et ne supportent pas l'équipe juste pour la gagne. C'est vraiment un mode de vie qu'on est en train de créer. Et le Red Star est quand même un club qui est similaire à Nice, très très populaire, et assez particulier et unique dans son genre. Donc c'est très bien pour commencer ce métier-là. Avec un nouveau stade en prévision. Avec un nouveau stade, oui, en prévision. Alors, c'est un peu plus politique, donc je ne comprends pas tout, mais c'est qu'en 2024, il y a un nouveau stade et on va faire un centre de formation. Si on reste en Ligue 2 en 2000, là qui sort en septembre, sinon ça va s'appeler Académie. Je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais on essaie de grandir. Voilà. Oui, avec quelques bons joueurs. On va juste citer Clément Chantôme, Nicolas Donchez. C'est ça, Macha Bazdarevi, je crois, entraîneur. Et non, Farouk et Macha. J'ai confondu les deux. Le nom, il est au Paris FC. Le Paris FC, ouais. C'est ça. On fait un petit erreur. Et puis aussi, il y avait Steve Marley aussi qui est en directeur. Il était directeur sportif, maintenant il a été pris. Il est ambassadeur du club maintenant, mais il a été pendant des années. C'est une légende du Red Star parce qu'il a commencé sa carrière là-bas. Ouais, c'est ça. Alors, on a eu un joueur niçois il y a 2 ans, avec le nom le plus long. C'est mon triple. Rafa. Il est venu, le nom. Raphaël Tragnagna. Ah oui, c'est vrai, il a joué Raphaël Tragnagna. Il est où maintenant? Mais je sais pas, je connais pas. Mais il joue pas là, en ce moment. Il s'entraîne avec Il était blessé. Parce que la Nationale 2, il joue pas. Enfin, moi, je regarde il s'entraîne. Ouais, il est perdu de vue à Blair. On va passer aux questions suivantes des supporters. Je vous en prie. Étienne, peut-être? Allez, Étienne, la question classique. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que tu aurais aimé faire certaines derbies Cannes-Nice ou Nice-Cannes? Je les ai fait petits, donc petit c'était déjà chaud. Donc c'est sûr que grand ça aurait été génial, mais bon, Cannes, comme beaucoup d'équipes de la côte, ils n'ont pas survécu dans les années 90, alors, pour des raisons. C'était chaud bouillant. Ah ouais, mais déjà jeune, c'était bagarre. Nous Cannes Cavigal, Cannes OGC Nice, c'était le feu. Mais à notre époque, on attendait ce match-là avec impatience. Et Nice c'était un club très très physique et très brutal. Nous à Cannes, Nice jouait très bien au ballon. Nous, on était vraiment sur le ballon, mais il y avait un joueur qui s'appelait Jean-Paul Kamoutimba. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a joué à Nice, Paul Tano et des joueurs, des bons joueurs, très bons joueurs de foot. Et ça rappelle. Oui, bien sûr, c'est toute ma jeunesse. J'ai joué 10 ans à la SCAN, donc tous les clubs, on a joué partout. Vous avez une mémoire des dates incroyable d'ailleurs. Ouais, je suis sur certaines choses dans ma carrière, oui, c'est ça. Ouais. David, par rapport à ta carrière, est-ce que tu aurais aimé être sélectionnable? Mais dans quel pays?
J'ai été en espoir, après j'ai été en pré-France à un moment donné, parce qu'à Bordeaux je mettais pas mal de buts, mais j'en ai pas fait Une fixation? Non. Si j'ai vraiment eu un caractère très particulier pour un footballeur professionnel dans la manière de voir le foot. J'ai pas vu ça comme un moyen, une fin, j'ai vu ça comme un échappatoire. Dès que je sortais de ma vie courante, j'étais très heureux sur le terrain de toucher un ballon et je n'ai pas quitté cette mentalité, même à la fin de ma carrière, j'aimais bien. Mais ce côté de marcher sur tout le monde, de dire je vais y arriver, moi Manchester c'était mon truc, j'y suis allé. Après, j'ai pas de regrets, mais je pense que ma carrière elle a l'image de ma personnalité. Quelqu'un de très rêveur, pas forcément tout le temps concentré, mais très amoureux du foot, qui peut faire des coups d'éclat d'un coup et puis à un moment donné ne plus exister pendant un temps, mais je sais que c'est ma personnalité. Donc si j'étais en équipe de France, si j'avais pu y aller, j'en aurais pas fait tout un fromage, j'étais content, j'étais en espoir, j'étais content, mais ouais, je pense qu'il manquait un truc en plus. Quand j'étais à Manchester, je sentais qu'il y avait un décalage, pas sur le talent, mais sur une envie, quelque chose qui les dominait, qui ne me dominait pas. Peut-être que moi j'avais un truc un peu plus spirituel dans ma tête qui m'intéressait, quoi, je pense. Si je comprends bien, tu as touché le Graal très jeune. Ouais. Et après, peut-être. un peu lassé. Non, lassé, non. De jouer au ballon, jamais lassé. Mais je voulais aller très vite, très tôt. Dans tout ce que je veux faire dans ma vie, je veux jamais aller dans le meilleur. Là, je suis dans un élément où je sais pas que je suis dans le foot, je suis dans la mode, le design par une agence. Et je veux travailler avec les meilleurs, ça me passionne. Non pas pour ce que je vais gagner, mais c'est juste de faire les meilleures choses, ça me passionne. Ouais. Alors, dernière question, c'est très rapidement, parce qu'on Pas de souci. a débordé. Ah, désolé. Oui, j'avais une question. Lors de la saison 2006-2007, Oui. ça a été une carrière, tu as avoir fait 10 matchs nuls, 9 défaites, pour une 37 victoires. C'est l'année, la fameuse année, ça a été. C'était compliqué parce que après on sentait que les supporters ils nous mettaient un peu la pression à Charles Herman. C'était un peu tendu et puis franchement ça change beaucoup de choses. Quand on est dans une année galère, quand tu rentres chez toi, c'est un peu relou. L'histoire qu'il y avait eu, je me rappelle très bien, j'avais fait très placement en voiture pour Nice, c'était à Valenciennes et c'était un but des personnes. Ouais, je vois. Tout ce que j'ai vu en déplacement, ça a été une année, franchement, ça a été une année très difficile. Collectivement, après personnellement, c'était très dur, mais ouais, c'était. Mais on avait une bonne équipe, quoi. C'est un entraînement, ça joue. C'est comme ça. C'est le football, c'est comme ça. Franchement. Non. Après, c'est comme ça. Hein. Mais je m'en rappelle que le rebond, ça a été de faire un match nul à Lyon, contre toute attente. À Lyon, alors que Lyon dominait le championnat, et on fait un match nul là-bas. Moi j'étais blessé, mais je crois que là ça nous a donné une impulsion, quoi. Voilà. C'est comme ça. Moi j'ai vu une année à Sunderland où le club est descendu. Moi je suis parti, mais c'était pareil. On est descendu avec le moins de points possible. Va savoir pourquoi l'année d'avant c'était mieux. C'est le football, c'est le football, c'est exactement ça. Voilà, on va vous laisser aux supporters maintenant pour les selfies, les dédicaces. Hein. On va vous applaudir bien fort, on va vous remercier surtout d'être venu spécialement de la région parisienne pour venir nous voir, venir voir notre Sphinx Club. Et puis on va donner rendez-vous aux supporters dans 15 jours on aura Stéphane Collet comme invité. Hola mio bella Nisa, regina dei flu, li Torisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io ti t'enrive de cor, li ti verdi campagna.